Elle ne dirige rien. Qu'elle mange avec le personnel, a ricané la femme de mon frère. Mes parents n'ont rien dit. J'ai souri et j'ai sorti mon téléphone. Annuler le contrat. Une phrase des 30 millions de dollars se sont évaporés. Mon frère s'est figé. Ma mère a pâli. La mariée a cessé de respirer. J'ai quitté la table. Ils ont perdu l'empire. Elle ne dirige rien. Qu'elle mange avec le personnel. Voilà ce que la nouvelle femme de mon frère a dit, assez fort pour que toute la table entende. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas argumenté. J'ai calculé. Ma mère n'a rien dit. Mon père a détourné le regard. Même mon frère, l'homme au mariage duquel j'étais venu pour le soutenir, n'a pas pris ma défense. Ce silence, il était plus éloquent que n'importe quelle insulte. Il pensait que je n'étais rien d'autre que la fille qui allait chercher le café lors des réunions du conseil. Il pensait que j'étais là comme décoration, par obligation, pas comme la femme qui avait bâti l'entreprise même avec laquelle il s'apprêtait à fusionner. Celle qui détenait la signature finale sur l'accord de 30 millions de dollars dont ils avaient désespérément besoin. Alors j'ai souri. J'ai sorti mon téléphone. Et avec 3 mots, annuler le contrat, j'ai brisé leur avenir si soigneusement construit. Mon frère s'est figé. Ma mère a pâli. La mariée a cessé de respirer. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas crié. Je suis simplement sorti, emportant leur empire avec moi. Si vous pensez que c'était le point culminant, oh, nous ne faisons que commencer. Restez avec moi, car ce qui s'est passé après ce moment, disons simplement que le karma est arrivé en talons aiguilles, avec les factures à l'appui. Je suis arrivé au mariage de mon frère avec 15 minutes d'avance. Non par enthousiasme, mais par ce respect que j'avais toujours accordé, même quand il ne m'était pas rendu. Mes talons claquaient doucement sur le sol en marbre de la grande salle de bal, résonnant dans une pièce où tous les visages étaient détournés de moi. Personne n'a remarqué. Personne ne m'a fait signe. Je n'étais pas surprise. Ça avait toujours été comme ça dans cette famille. Olivia, présente mais ignorée. Le décor était exquis, des orchidées blanches suspendues à des arches dorées, des bougies flottant dans des coupes en cristal. Tout était méticuleusement agencé. Tout criait l'élégance, la richesse, le contrôle. Exactement comme Jason et sa nouvelle femme, Madison, le voulaient. Contrôlé, parfait comme une image. Et pour une raison quelconque, malgré tout ce que je savais, je m'accrochais encore à un mince fil d'espoir que ce jour pourrait être différent. J'ai marché vers l'avant de la salle, cherchant mon nom parmi les cartons de table. Je suis passé devant ma tante, qui a levé les yeux puis s'est rapidement retournée vers sa conversation. Ma cousine m'a offert un sourire pincé avant de retourner à son vin. Ce n'était pas de l'hostilité, c'était de l'indifférence, ce qui était en quelque sorte pire. Puis j'ai vu le plan de table. De grands noms élégants, calligraphiés à la main, soigneusement listés sous des numéros de table. Jason et Madison étaient à la table 1, bien sûr. Mes parents à la table 2. Les mariés et leurs témoins à la table 3. Amis de la famille, anciens voisins, anciens professeurs, tout le monde avait sa place. Sauf moi. J'ai parcouru le plan à nouveau. Mon nom n'était nulle part. Une organisatrice de mariage se tenait à proximité, un presse-papier à la main et un sourire de circonstance. Je me suis approché d'elle, essayant de garder mon sang-froid. Excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur. Je ne vois pas mon nom sur le plan. Elle a jeté un œil à sa liste, a légèrement froncé les sourcils, puis a souri trop vite. Oh oui, mademoiselle Olivia. Table 14. Table 14 ? Ai-je répété. C'est vers le fond, près des cuisines, a-t-elle dit. Il y a eu quelques changements de dernière minute. J'ai hoché la tête une fois, gardant une expression neutre. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas demandé qui avait fait le changement. Je savais déjà. Je me suis tourné vers le fond de la salle. La table 14 se trouvait à côté des portes battantes de la cuisine. L'odeur de l'agneau rôti et de l'ail flottait dans l'air alors que les serveurs allaient et venaient. La nappe était légèrement froissée, les couverts dépareillés. 2 membres du personnel de restauration étaient assis à la table, en pause, riant doucement. L'un d'eux a levé les yeux en m'approchant et s'est rapidement levé, embarrassé. Avant que je puisse répondre, je l'ai entendu. Clair, froid et calculé. Elle ne dirige rien.
Qu'elle mange avec le personnel. La voix de Madison a retenti comme une cloche. Douce, glaciale, maîtrisée. Elle n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Le volume était intentionnel, assez fort pour que plusieurs têtes se tournent. Je me suis retourné lentement. Elle se tenait à côté de Jason, le bras passé sous le sien. Un groupe de leurs amis les entourait, tous vêtus d'une perfection impeccable. Ma mère se tenait non loin, faisant semblant d'ajuster le ruban d'un arrangement floral. Mon père regardait vers la piste de danse, les mains dans les poches. Jason m'a vu. Nos regards se sont croisés un instant, puis il a détourné les yeux. Ce moment, ce simple regard partagé, a tout confirmé. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était délibéré. Il ne me voyait pas comme de la famille. Il me voyait comme une menace, un handicap, et peut-être le plus insultant de tout, un accessoire jetable pour leur image publique parfaite. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je ne l'ai pas montré. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai souri. Ce n'était pas forcé. C'était un sourire réel. Froid, tranchant et absolument certain. J'ai fouillé dans ma pochette et sorti mon téléphone. Pas de doigts tremblants, pas d'hésitation, juste un réflexe et de la conviction. J'ai composé un numéro. Ça a sonné une fois. Oui. Annuler le contrat, ai-je dit, d'une voix calme et limpide. Un silence, puis une réponse sèche. Compris. J'ai raccroché. Derrière moi, l'organisatrice de mariage a cligné des yeux. Un serveur a laissé tomber une cuillère. Quelque chose dans la pièce a changé. Personne ne savait encore pourquoi, mais ils allaient bientôt le découvrir. J'ai retraversé la salle, sans me presser, sans ralentir. Chaque pas semblait plus lourd, plus réel, plus délibéré que le précédent. Jason m'a regardé passer, la bouche ouverte mais aucun son n'en est sorti. Ma mère s'est retournée, tendant la main sans conviction. Mon père a plissé les yeux, sentant que quelque chose n'allait pas, mais trop fier pour demander. Madison est resté figé, sa flûte de champagne tremblant légèrement. Ils ne réalisaient pas encore que le contrat de 30 millions de dollars sur lequel ils avaient bâti ce mariage venait de disparaître. Que je venais de tirer le dernier fil qui maintenait leur fragile château de cartes. Mais ils le sauraient bientôt. Parce que je n'étais pas seulement Olivia, la fille au bord de chaque photo de famille. J'étais la directrice qu'ils n'avaient jamais créditée, la stratège qu'ils avaient toujours sous-estimée. Et maintenant, j'étais la femme qui venait de partir avec leur avenir. J'ai quitté la salle de bal, mes talons silencieux sur le tapis, la respiration régulière, le dos droit. Qu'ils savourent leur gâteau. J'avais des choses plus grandes à construire. Je n'ai pas pleuré en sortant de la salle de bal. Je ne me suis rien permis de ressentir pour le moment. Il y aurait du temps pour ça plus tard. Pour l'instant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point tout cela avait été prévisible. L'insulte, le silence, la trahison. Rien de tout cela ne me surprenait, pas vraiment. Ça avait toujours été comme ça, bien avant le contrat, bien avant le mariage, bien avant que Madison n'entre dans nos vies. Quand j'avais 8 ans, je me souviens que tous les adultes me qualifiaient de « la discrète ». Non pas parce que j'étais timide, mais parce que j'avais appris très tôt que mes mots n'avaient pas de poids. Mon frère Jason, de 2 ans mon aîné, était, le bruyant, le fils prodige, le genre d'enfant qui entrait dans une pièce et aspirait tout l'air sans même le vouloir. Il avait cette présence qui poussait les gens à se pencher, à écouter, à admirer. Moi, j'avais la curiosité, les livres, et l'habitude de bien faire les choses du premier coup. Mais personne ne semblait remarquer la compétence discrète quand le charme bruyant était dans la pièce. À l'école, je ramenais des notes parfaites. Exposés scientifiques, concours d'écriture, équipe de débat, mes trophées remplissaient une boîte sous mon lit. Mes parents ne sont jamais venus à une seule cérémonie de remise de prix. Un jour, Jason a eu un C+ en algèbre et ma mère a engagé un tuteur le lendemain. Je me souviens avoir demandé de l'aide pour mes dossiers d'inscription à l'université. Mon père a fait un geste de la main et a dit « Tu te débrouilleras, tu t'es toujours débrouillé ». Pendant ce temps, Jason avait 3 paires d'yeux pour relire ses dissertations et un conseiller privé pour le préparer à son entretien. Ce n'est pas qu'il ne m'aimait pas. Je ne pense pas qu'il voulait être cruel. Mais dans notre maison, l'amour se mesurait en attention, et Jason avait toujours les projecteurs sur lui.
J'ai appris à prospérer dans l'ombre. Je ne demandais pas grand-chose. Je ne me rebellais pas. Je ne remettais pas le système en question. Je travaillais simplement, tranquillement, constamment, invisiblement. Quand notre père a fondé Atlas, il a fait entrer Jason dès le premier jour. Jason a eu un bureau, un titre et une pile de cartes de visite avec son nom en gras. J'étais à l'université à l'époque, jonglant entre les cours et les petits boulots. J'ai proposé mon aide pour les logiciels de comptabilité, l'organisation opérationnelle, même les présentations aux investisseurs. Mon père a dit, on t'appellera si on a besoin de toi. Ils ne l'ont pas fait. Pas pendant des années. Puis le marché s'est effondré et Atlas a failli faire faillite. Jason a paniqué. Notre père était décédé à ce moment-là, et Jason n'avait aucune idée de comment maintenir l'entreprise à flot. C'est la première fois qu'il m'a appelé. Non pas comme une sœur, mais comme un dernier recours. Je suis intervenu, discrètement. J'ai rationalisé les opérations, regroupé les fournisseurs, réécrit le modèle financier. J'ai fait en sorte que ça marche. Sans gros titres, sans applaudissements. Quand l'entreprise s'est stabilisée, Jason est passé à la télévision et a dit « Nous nous sommes adaptés ». J'ai pris des décisions difficiles. Je n'ai même pas été mentionné. Il n'avait pas besoin de dire mon nom pour bénéficier de mon travail. Il ne l'avait jamais fait. À la maison, ce n'était pas différent. Si Jason rentrait après le couvre-feu, c'est moi qui me faisais sermonner. S'il oubliait de fermer à clé après une fête, on me disait d'être plus responsable. Un Thanksgiving, il a conduit en état d'ivresse et a démoli la clôture d'un voisin. Ma mère a pleuré, mon père a ragé, puis ils se sont tous les deux tournés vers moi et m'ont demandé comment j'avais pu laisser faire ça. J'étais à l'université, à 3 heures de route. Ils me voyaient comme celle qui nettoyait les dégâts, qui rendait les choses plus faciles. Et une fois le désordre disparu, je disparaissais aussi. Oublié, non reconnu, censé m'effacer jusqu'à la prochaine nécessité. Même lors des dîners de famille, le schéma se répétait. Jason arrivait en retard, racontait les mêmes histoires, répétait les mêmes demi-vérités et était récompensé par des rires et des éloges. Une fois, j'ai essayé de parler d'une idée que j'avais pour un incubateur d'organisation à but non lucratif. Ma mère a changé de sujet au milieu de ma phrase. Mon père a passé le sel. Jason m'a coupé avec une blague sur ma vieille voiture, et tout le monde a ri. C'est là que j'ai arrêté de m'exprimer. Non par amertume, mais par compréhension. Certaines tables n'étaient pas dressées pour vous. On attendait simplement de vous que vous serviez en silence et que vous partiez. Je me suis longtemps demandé ce qui, chez moi, les faisait agir ainsi. Étais-je trop sérieuse? Trop silencieuse? Pas assez charmante? Mais la vérité, c'est que ça n'avait rien à voir avec mes défauts. Ça avait à voir avec les rôles. Ils les avaient attribués très tôt, et personne n'avait jamais pensé à les remettre en question. Jason était l'avenir. J'étais le plan de secours. Il était la façade. J'étais le plan d'assurance. Il était l'empire. J'étais les mains qui soutenaient les fondations. Ce soir-là, debout sur le trottoir devant l'hôtel, regardant les invités arriver en tenue de soirée, avec leur coupe de champagne et leur coiffure parfaite, j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient jamais vu clairement. Pas une seule fois. Ils voyaient ma silhouette, mais pas ma substance. Ils utilisaient mes compétences, mais ne leur donnaient jamais de nom. Ils demandaient ma loyauté, mais ne l'offraient jamais en retour. J'étais toujours celle dans la pièce qui comprenait ce qu'il fallait faire, mais à qui on ne demandait jamais de parler. Celle qui lisait les contrats pendant que les autres portaient un toast à leur propre génie. Celle qui disait oui par devoir, jamais par reconnaissance. Celle qui construisait en silence pour que d'autres puissent en récolter le crédit. Mais c'était fini maintenant. Le jour où j'ai réalisé qu'ils construisaient leur héritage sur mon silence fut le jour où j'ai cessé de croire que la reconnaissance viendrait un jour. Après tout ce que j'avais fait, chaque nuit blanche, chaque chiffre analysé, chaque réunion sauvée à la dernière seconde, ils voyaient toujours Jason comme le héros, et ils le verraient toujours. Après la mort de mon père, j'ai cru qu'il pourrait enfin y avoir un changement. Peut-être que le deuil leur ouvrirait les yeux. Peut-être qu'ils se souviendraient de qui avait maintenu Atlas à flot quand Jason était à la dérive, quand les chiffres ne collaient pas, quand même le conseil d'administration était prêt à abandonner le navire. Je pensais que la perte apporterait la clarté. Au lieu de cela, elle a apporté l'effacement.
Le testament de mon père nommait Jason PDG sans discussion. On ne m'a pas offert de rôle, pas même un poste de direction par intérim. Au lieu de cela, on m'a dit que le conseil estimait que la continuité était importante. Traduction, Jason était un visage familier et j'étais une femme dans l'ombre. J'ai hoché la tête pendant l'annonce, serré des mains, accepté les sourires polis et les éloges vides. Vous avez tant fait en coulisses, ont-ils dit. Vos idées ont été inestimables. Mais les idées n'étaient pas la propriété, la stratégie n'était pas le crédit, et le silence n'était pas le consentement. Cela avait commencé des mois avant le décès de mon père, quand Atlas était au bord de l'insolvabilité. J'ai reçu un appel frénétique de Jason. On a besoin d'aide, a-t-il admis, sans même essayer de paraître calme. Quand je suis arrivé, le bureau ressemblait à un navire fantôme. Bureau vide, assistant tendu, la moitié de l'équipe de direction partie, fournisseurs impayés. Je lui ai demandé la vérité. À quel point c'est grave? On est à 30 jours de la faillite, a-t-il dit. C'était généreux. C'était plutôt 15. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai mené des audits d'urgence, nettoyé les rapports, découvert des fournisseurs en double qui saignaient l'entreprise, et j'ai contacté 3 investisseurs clés avec qui j'avais noué de discrètes relations au fil des ans. C'est moi qui les ai convaincus qu'Atlas avait un avenir. Jason ne connaissait pas le langage des chiffres, mais moi si. J'ai présenté les arguments, j'ai exposé le plan, et je leur ai promis des résultats. Ils m'ont fait confiance. Pas au visage de l'entreprise, mais à l'esprit derrière elle. Ils ont signé. 17 millions de dollars de nouveaux investissements sont arrivés en 3 semaines. Les salaires ont été sauvés, les opérations ont repris, la confiance est revenue. Jason est retourné sourire dans les salles de conseil et répondre aux interviews. Je suis retourné dans mon bureau d'angle. Pas de presse, pas de profil, juste le même poste sans titre que j'avais toujours eu. Conseillère, contributrice, réparatrice. Le premier article est paru dans un grand magazine économique un mois plus tard. Une photo pleine page de Jason, la mâchoire carrée, les bras croisés, le logo d'Atlas brillant derrière lui. Le titre disait « Le jeune PDG qui a sauvé l'héritage de son père ». J'ai lu l'article 2 fois. Pas une seule fois mon nom n'a été mentionné. Ni dans l'équipe de direction, ni comme conseillère stratégique, ni même en passant. Quand j'en ai parlé à Jason, il a dit « Tu sais comment ça se passe ». Les journalistes simplifient. C'est pour l'image de marque. Mais ce qu'il voulait dire, c'était « Ton travail a de la valeur, mais ton nom est gênant ». Après les funérailles, le conseil a tenu une réunion privée. Je n'ai pas été invité. J'ai appris la restructuration de la direction par un email envoyé à tout le personnel. Jason s'est promu PDG. Le conseil a approuvé à l'unanimité. Mon titre n'a pas changé. Mon rôle n'a pas changé. Mais ma présence est devenue encore plus invisible. Les décisions étaient prises dans des pièces où je n'étais pas, les réunions étaient programmées sans moi, et le pire, personne ne s'en est soucié. Les quelques-uns qui se souvenaient à quel point Atlas avait frôlé la faillite, ceux qui m'avaient vu le ramener à la vie, m'ont offert de timides excuses. C'est politique, ont-ils dit. Tu sais comment ça se passe. Je savais. C'était le même jeu, mais sur un plus grand échiquier. J'ai arrêté de proposer des suggestions en réunion. J'ai arrêté de corriger les erreurs de Jason avant qu'elles ne dégénèrent. Je l'ai regardé trébucher dans les présentations stratégiques que j'écrivais autrefois, se contredire dans les appels sur les résultats que je scénarisais. Il essayait de jouer le rôle qu'on lui avait toujours donné, mais même lui savait qu'il ne l'avait pas mérité. J'ai travaillé en silence, comme toujours. J'ai construit des partenariats parallèles, j'ai réseauté au-delà du cercle d'Atlas, j'ai pris des rendez-vous en mon nom propre. Fini les propositions écrites pour d'autres ou les présentations sous la bannière d'un autre. Chaque connexion que j'ai établie à partir de ce moment-là était la mienne. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de crier. Non pas parce que j'avais besoin d'éloges, mais parce que je voulais que la vérité compte. J'avais porté cette entreprise à travers ses heures les plus sombres. J'étais entré dans des salles de conseil remplies de doutes et en étais sorti avec la conviction. J'avais sauvé le nom de Jason de devenir synonyme d'échec. Et pourtant, je restais une note de bas de page sans nom. Mais je n'ai pas explosé. Je n'ai pas confronté le conseil ni démissionné avec fracas. Cela aurait fait passer ça pour de l'émotion, pas du pouvoir. Au lieu de cela, j'ai attendu.
Parce que le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est la personne qui sait quand se taire et quand frapper. Et je savais déjà quand ce moment viendrait. Ça a commencé par une photo. Le visage souriant de Jason à côté d'une femme que je n'avais vue qu'une fois auparavant, placardée sur la page d'accueil de tous les sites de médias financiers ce matin-là. Le titre disait « Le PDG d'Atlas annonce ses fiançailles avec l'héritière Fairchild ». Il ne m'a pas fallu longtemps pour reconstituer le puzzle. Son nom était Charlotte Fairchild. Son père, Warren Fairchild, était un investisseur de poids, connu pour arriver avec des capitaux quand les entreprises avaient besoin d'être sauvées, toujours avec des conditions qui favorisaient d'abord son propre héritage. Atlas saignait à nouveau, et soudain, Jason épousait une solution. Jason n'avait jamais mentionné Charlotte auparavant. Ni en réunion, ni en passant. Soudain, elle était sa fiancée, et leur mariage faisait la une des journaux. L'article prétendait que c'était un coup de foudre, deux esprits brillants attirés l'un par l'autre par le destin. Mais je connaissais Jason mieux que quiconque. Il ne croyait pas au destin. Il croyait au levier de pression. Atlas avait de nouveau des difficultés, discrètement. Les chiffres commençaient à montrer des fissures. Lignes de crédit surchargées, paiements retardés, projections trop optimistes. Je les avais signalés. Personne n'a écouté. Le conseil a enterré les inquiétudes. Jason a fait comme si elles n'existaient pas. Jusqu'à ce qu'une solution émerge soudainement, enveloppée de satin blanc et de diamants. Au début, je suis restée silencieuse. S'il voulait se marier pour l'argent, c'était son choix. Mais j'ai ensuite reçu un appel d'un de nos conseillers juridiques de longue date, quelqu'un qui me devait une faveur. On lui avait demandé de rédiger une clause dans une proposition de fusion liée à un investissement potentiel de 30 millions de dollars du groupe Fairchild. La clause stipulait que le futur plan de croissance stratégique d'Atlas devait être signé à la fois par le PDG et sa cofondatrice décisionnaire. Un rôle non mentionné dans les médias, mais clairement indiqué dans les annexes du projet. Mon nom. Les Fairchild n'étaient pas stupides. Ils avaient fait leurs recherches. Ils savaient qui avait maintenu Atlas en vie. Ils ne voulaient pas que Jason prenne des décisions seul. Ils voulaient ma main sur le stylo avant d'aller plus loin. C'est là que le puzzle s'est assemblé. Les fiançailles n'étaient pas une histoire d'amour. C'était une négociation de contrat. Jason n'était pas tombé amoureux de Charlotte, il était tombé amoureux du capital de son père. Et moi, la sœur invisible, le plan de secours, la réparatrice, j'étais la dernière clause de cet accord. Ils n'ont même pas pris la peine de me le dire directement. Je l'ai découvert à travers des papiers. Je n'ai été invité à aucune réunion d'investisseurs. Je n'ai pas été incluse dans les négociations. Pas de voix, pas de siège. Juste une signature. On attendait de moi que je vienne, que je souris pour les caméras, et que j'approuve tranquillement le prochain chapitre de l'entreprise que j'avais aidé à construire mais que je n'avais jamais été autorisé à diriger. J'ai été convoqué à un dîner de pré-mariage sous prétexte d'unité familiale. La table était longue, ornée, et bordée d'inconnus en costume faisant semblant d'être en fête. Jason m'a présenté à Charlotte comme Olivia, ma sœur. Elle s'occupe de tout en coulisses. Sa poignée de main était molle, son sourire impeccable, mais ses yeux étaient calculateurs. Warren Fairchild était assis en bout de table, parlant peu, observant tout. Quand les toasts furent terminés, il s'est approché de moi avec l'aisance de quelqu'un habitué au contrôle. Il ne m'a pas demandé ce que je pensais des fiançailles. Il ne m'a pas demandé comment je voyais mon rôle dans l'entreprise. Il a dit, nous comptons sur votre coopération pour que ce partenariat se déroule sans accroc. Ce n'était pas une question. C'était un avertissement. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Pas de la rage, pas encore. C'était plus profond que ça. C'était le poids d'être utilisé par des gens qui portaient votre sang comme une armure tout en vous poignardant dans le dos. J'avais pardonné les oublis. J'avais avalé les omissions. Mais ça, c'était un plan. C'était calculé. Il construisait un avenir sur ma signature, mon silence, ma reddition. Jason m'a acculé avant que je ne quitte la pièce. Ne rends pas les choses difficiles, a-t-il dit. C'est juste une formalité. On a besoin de cet accord. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Le même garçon qui avait un jour fait une chute de vélo et m'avait supplié de ne rien dire à papa. Le même homme qui m'avait laissé sauver Atlas sans dire merci.
Son costume était mieux coupé maintenant, ses cheveux plus grisonnants, mais à l'intérieur, il n'avait pas changé. Il utilisait toujours tout le monde autour de lui comme des pions et supposait que je jouerais le jeu. Je ne lui ai pas répondu ce soir-là. Je suis sorti, les talons claquant sur le marbre, la tête haute. Mais je savais déjà ce que je ferais. Pas pour lui, pas pour Charlotte, pas pour Fairchild. Pour moi. Le matin de la signature, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore gris, l'air trop calme. C'était le genre de journée qui semblait retenir son souffle. J'ai suivi ma routine avec un calme délibéré, même si chaque pas était alourdi par la tension invisible qui me suivait depuis des semaines. En apparence, tout avait été arrangé. L'équipe juridique avait envoyé les documents finaux. Le conseil avait déjà voté par anticipation. Ma signature était la dernière étape. Après cela, l'accord Fairchild serait conclu et Atlas serait « sauvé ». C'était le mot qu'ils utilisaient. Sauvé. Je n'étais pas sûr de ce qu'ils entendaient par « nous ». J'étais assise à mon bureau dans le bureau, le café refroidissant à côté de moi, le stylo à la main. Les papiers étaient soigneusement étalés. Un porte-nom avec mes initiales se trouvait à gauche, un rappel du rôle que je n'avais jamais officiellement occupé mais que j'avais toujours rempli. Je fixais la première page, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une autre transaction. Juste de l'encre et du papier. Pas personnel, pas une trahison. Juste des affaires. C'est là que c'est arrivé. Un léger ping de ma boîte de réception. J'ai failli l'ignorer. L'objet ressemblait à un rappel de calendrier, TR, demande de confirmation de signature, et j'ai supposé que c'était d'un des assistants coordonnant la logistique de la signature. Mais j'ai ensuite vu le fil de discussion en dessous. Une ligne de texte qui m'a coupé le souffle. C'était un transfert interne. Charlotte m'avait accidentellement copié dans un message qu'elle voulait n'envoyer qu'à Jason. Il disait, une fois qu'elle aura signé, on aura fini de la materner. Elle sera hors jeu. Je l'ai relu, plus lentement cette fois, comme si les mots allaient se transformer en quelque chose de moins cruel. Mais non. Ils sont restés nets, suffisants et chirurgicaux. Le genre de choses que les gens disent quand ils croient que vous n'êtes qu'un moyen pour arriver à leur fin. Je ne savais pas ce qui piquait le plus, la condescendance ou la confiance avec laquelle cela avait été dit. Pas d'hésitation, pas de nuance. Juste un plan mis à nu. La pièce était silencieuse, mais j'ai senti tout basculer. Mes doigts sont devenus froids, ma vision s'est rétrécie. Une respiration creuse m'a échappé. Pendant un instant, j'ai vraiment senti mon corps se mettre à trembler. Ma poitrine s'est serrée, mes yeux ont piqué. Je ne m'attendais pas à de la gratitude, mais je ne m'attendais pas non plus à de la cruauté. J'avais passé tant d'années à me convaincre qu'être utilisé valait mieux qu'être jeté. Mais maintenant, je voyais la vérité. Ils avaient toujours prévu de me jeter. Il ne s'agissait jamais de partenariat. Il s'agissait d'apaisement. J'étais une case à cocher, un nom silencieux dont ils avaient besoin pendant 30 secondes. Après ça, je disparaîtrais. Mais alors, quelque chose s'est produit. Le tremblement de mes mains s'est arrêté. Ma colonne vertébrale s'est redressée. Et j'ai ri. Un rire calme, mais pas doux. Ce n'était pas de l'humour. C'était de la reconnaissance. Le genre de rire qui vient quand le masque tombe enfin et que la pièce est terminée. Quand vous réalisez qu'ils pensent avoir gagné, alors qu'ils n'ont même pas vu le vrai jeu. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, fixant le contrat comme s'il était écrit dans une autre langue. C'était tout comme. Ce n'était pas mon héritage. C'était le leur. Construit sur la tromperie, noué avec du satin, exhibé en public comme du génie. Et j'avais été invité seulement pour tout signer et disparaître. Charlotte, avec son sourire sans faille et son charme étudié, s'était complètement révélée en une seule phrase. Et Jason, il savait. Qu'il ait répondu ou non, qu'il ait été d'accord à voix haute ou qu'il ait simplement hoché la tête en silence, je n'avais pas besoin de le voir. La trahison était mutuelle. Je ne faisais jamais partie de leur avenir. J'étais juste une nécessité temporaire. J'ai fermé le dossier. Sans me presser. J'ai transféré l'email à mon conseiller juridique privé avec une seule note, tout suspendre. Puis je me suis levé, j'ai lissé mon blazer et je suis sorti de la pièce. Le stylo est resté intact sur le bureau. Le contrat est resté non signé. Quelque part à travers la ville,
Jason rafraîchissait probablement sa boîte de réception, attendant la confirmation, supposant que, comme toujours, je livrerais la marchandise. Que je ferais ce qui devait être fait pour le bien de la famille, de l'entreprise, de l'illusion. Mais je n'avais aucune intention de céder mon pouvoir à des gens qui me voyaient comme un fardeau à tolérer. Pas maintenant. Plus jamais. Ils pensaient m'avoir appâté pour obtenir ma conformité. Au lieu de cela, ils m'avaient tendu l'allumette et montré la mèche. Le jour où j'ai refusé de signer, le temps était ordinaire. Le genre qui fait croire aux gens que le monde continuera exactement comme prévu. J'ai fermé le dossier, envoyé une courte note à mon avocat et je me suis éloigné du bureau avec une stabilité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Laissez-les penser que j'hésitais. Laissez-les se dire que je reviendrai sur ma décision. À midi, j'avais déjà dépassé la pièce dans laquelle ils essayaient de m'enfermer. Bien avant les fiançailles Fairchild et les menaces polies enrobées de toast au cristal, j'avais construit quelque chose de mon cru. Hors de vue, hors de portée et hors de leur imagination. Ça n'a pas commencé par un grand projet. Ça a commencé par de petits paris prudents, placés là où personne d'autre ne voulait regarder. Une SARL dans le Delaware avec un nom anodin. Une fiducie gérée par un avocat qui ne prenait jamais de photos lors des événements de l'industrie. Une poignée d'amis en qui j'avais confiance pour mettre leur nom sur les papiers quand le mien aurait soulevé des questions. Quand on passe une vie à être invisible, on apprend à utiliser cette invisibilité. Je l'ai transformée en méthode. Les premiers fondateurs que j'ai soutenus m'ont rencontré dans un restaurant près de la gare parce qu'ils ne pouvaient pas se payer le parking près de la tour de bureau. Maya et Louis avaient un produit qui semblait ennuyeux pour tout le monde, sauf pour les DSI des banques qui passaient des nuits à s'inquiéter des commutateurs centraux et de la vitesse des fraudes. Ils avaient été refusés par tous les fonds à moins de 100 miles. Je les ai écoutés, leur ai demandé de me décrire leur pire scénario 2 fois, et j'ai signé un chèque via Arbor 12 Holdings, une entité discrète qui n'apparaissait jamais sur les listes prestigieuses. 18 mois plus tard, leur logiciel tournait à plein régime derrière 3 banques de taille moyenne, et pour la première fois, ils se versaient de vrais salaires. Quand ils ont appelé pour fêter ça, ils n'ont pas remercié une institution. Ils m'ont remercié, par mon prénom. Après, il y a eu Ruth, qui achetait des entrepôts abandonnés dont personne ne voulait et les transformait en bâtiments à usage mixte avec des cliniques au rez-de-chaussée et des programmes d'apprentissage à l'étage. Puis Ahmed, qui a construit un système de paiement pour les artisans qui réglait les fonds au coucher du soleil et empêchait les hommes de démissionner parce qu'un chèque du vendredi était reporté au lundi. Puis Alondra, qui a conçu un modèle de microcrédit qui n'enterrait pas les mères célibataires sous les frais quand un pneu éclatait sur le chemin du travail. Aucun d'eux ne correspondait au profil que l'on voit sur les scènes des conférences. Tous connaissaient les familles qui vivent à une facture ou une maladie près de tomber dans une fissure que personne ne se donne la peine de réparer. Je n'ai pas demandé de siège sur leur scène. J'ai demandé des documents propres, des droits de vote si les choses tournaient mal, et des clauses qui protégeaient les travailleurs du genre de raccourci qui transforment le profit en pourriture. J'ai pris des postes d'observatrice quand cela aidait et je suis sorti du cadre des photos quand il le fallait. Les communiqués de presse ne m'ont jamais mentionné. Ils n'en avaient pas besoin. Les conditions des contrats, si. Ce n'était pas une seule tour. C'était un réseau. Des fils discrets s'étendant à travers des industries qui n'apprenaient jamais leurs noms respectifs. Un pôle fintech ici, une branche logistique là, une participation immobilière dans un quartier tapissé d'avis d'expulsion. Je refusais de signer chaque ligne qui ne renforçait pas la suivante. Les retours étaient réinvestis dans de nouveaux paris. Les fondateurs mangeaient mieux, leurs équipes s'agrandissaient, les salaires étaient payés à temps, et chaque trimestre, je mettais à jour une feuille de calcul que je suis la seule à voir. Non pas parce que j'avais besoin d'un tableau de bord, mais parce que la discipline est ce qui empêche le pouvoir de se transformer en simple appétit. Chez Atlas, les gens prenaient mon calme pour de la dépendance. Ils se disaient que je restais parce que je n'avais nulle part où aller. Parce que j'étais reconnaissante d'être autorisée à côté de la table des grands. Ils croyaient que le silence signifiait que j'avais accepté mon rôle. Ils ne comprenaient pas que je pratiquais la patience. Et la patience n'est pas la même chose que la capitulation. Quand Jason a proposé son mémo sur l'expansion numérique, je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e fois. Les fournisseurs qu'il avait identifiés comme pivot au Nectrap pour les décaissements instantanés, Northline Core pour les intégrations bancaires, une entreprise de conformité qui avait enfin trouvé comment automatiser la diligence sans déshumaniser les clients, étaient précisément les entreprises que mon capital avait étudiées quand personne d'autre ne le voulait.
Il pensait les avoir découvertes grâce au réseau de ses nouveaux beaux-parents. Il ne savait pas que le PDG m'envoyait toujours un texto avant de signer quoi que ce soit d'important. Un après-midi, alors que le buzz des fiançailles remplissait nos boîtes de réception, mon téléphone a vibré avec un nom que je n'avais pas enregistré sous sa véritable orthographe. Olivia, Atlas a demandé l'exclusivité sur Northline pour 12 mois, a dit le fondateur, la voix basse, comme les gens qui sont sur le point d'admettre quelque chose qu'ils ne devraient pas, ça évincerait une banque communautaire qu'on aide dans la vallée. On voulait vérifier avec toi avant de répondre. Je pouvais entendre le bourdonnement de leur petit bureau derrière lui, une imprimante qui s'étouffait avec des étiquettes, quelqu'un qui riait d'une chaise cassée. Je lui ai dit de donner la priorité à la banque communautaire, et si Atlas voulait de la vitesse, d'offrir des conditions équitables sans avaler le reste du marché. Il a accepté. Il ne s'agissait pas de mettre des bâtons dans les roues à qui que ce soit. Il s'agissait de rappeler à une entreprise que j'avais autrefois aimé que l'accès n'est pas la même chose que le droit. Je n'avais pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Les contrats le faisaient pour moi. Discrètement. Le réseau se resserrait. Une start-up de logistique que j'avais guidée à travers un hiver brutal contrôlait une voix dont Jason avait besoin pour un projet pilote tape à accent grave l'œil. Un fournisseur de données dont les amis de Charlotte chuchotaient lors des déjeuners utilisait un modèle de fraude que j'avais financé quand ce n'était qu'un croquis sur un tableau blanc. Une propriété qu'Atlas prévoyait de louer pour son nouveau centre se trouvait dans un portefeuille qui répondait à un gestionnaire qui me rappelait le dimanche. Rien de tout cela ne faisait de moi une marionnettiste. Cela faisait de moi l'adulte dans une pièce remplie de gens qui avaient oublié que la croissance nécessite des racines. Mes racines étaient plus profondes qu'ils ne le réalisaient. Les gens supposaient que je voulais Atlas parce que j'avais saigné pour lui. C'était une vieille histoire, racontée par des gens qui confondent l'endurance avec la possession. Je voulais qu'Atlas soit décent. À défaut, je voulais de la distance. Et au-delà de ça, je voulais assez de levier pour refuser ce qui nuisait aux personnes qui construisaient les bilans que tout le monde aimait admirer depuis une scène. Alors je suis resté petite en public et précise en privé. Je posais des questions ennuyeuses. Je lisais les annexes. Je partais tôt. Je payais à temps. Je tenais mes promesses, même quand personne ne regardait. Surtout alors. Le matin où j'ai refusé de signer, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais prête. Prête comme un champ se sent après que le gel a fait son travail et que la terre est sombre et propre, contenant plus qu'elle ne le montre. Si Jason appelait un fournisseur que j'avais nourri, il prendrait l'appel. Il m'appellerait aussi. Si Charlotte essayait d'utiliser un levier qu'elle n'avait pas gagné, elle apprendrait la différence entre la proximité et la gestion. Et si Atlas voulait construire quelque chose d'honnête, je ne serais jamais celle qui se mettrait en travers du chemin. Mais s'ils voulaient acheter mon silence avec une bague et un titre de journal, ils avaient mal lu le seul atout dans la pièce qui n'était pas à vendre. Ils disaient que j'étais un fantôme derrière le rideau, hantant leur empire. Ça m'amusait, d'une certaine manière. J'étais derrière le rideau, oui. Mais je ne m'attardais pas. Je cousais. Et le cordon de serrage passait directement entre mes mains. La veille du mariage, la famille s'est réunie dans un restaurant qui avait été le préféré de notre père. C'était censé être chaleureux, festif et intime. Un dîner pour honorer ce qui allait arriver. Du moins, c'était l'histoire racontée aux invités assis sous les lustres, levant leur verre de vin et faisant teinter leur fourchette contre la porcelaine. Mais je le sentais. Dès mon entrée, les sourires étaient trop larges, les rires trop répétés et les mots choisis trop soigneusement. Tout cela n'était que du théâtre. Une performance mise en scène pour montrer au Fairchild que notre famille était unie. Sauf que l'unité n'avait jamais vécu ici. Ma mère m'a accueilli avec une demi-étreinte qui s'est terminée avant de commencer. Son parfum était piquant, familier et suffocant. Elle s'est assise en face de moi à la longue table, ses perles captant la lueur des bougies. Lorsque le bavardage s'est calmé un instant, elle s'est penchée en avant, juste assez pour que je sois la seule à l'entendre. Conseil THN Lienting Noa. Angela Mritem. Fais attention à ce que tu dis. Ne complique pas les choses. Son ton n'était pas réprobateur, pas ouvertement. C'était pire. C'était méprisant, comme si ma seule présence était une perturbation, quelque chose à tolérer plutôt qu'à accueillir. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon verre d'eau, je l'ai porté à mes lèvres et j'ai laissé le silence parler. Si elle voulait que je sois petite, sans voix, effacée, alors le silence serait mon armure.
Jason est arrivé en retard, comme toujours quand il voulait faire une entrée remarquée. Il tenait la main de Charlotte comme un trophée, la guidant dans la pièce avec un fier mouvement du menton. La table a éclaté en applaudissements, comme si sa seule présence suffisait à bénir la soirée. Il s'est assis juste à côté de notre mère, Charlotte à sa droite, et a commencé à raconter des histoires de son parcours comme si nous ne l'avions pas tous vécu aussi. Il a parlé de sacrifice, de persévérance, de la construction d'Atlas brique par brique. Chaque phrase était conçue pour les oreilles de Warren Fairchild, chaque détail poli pour briller comme la vérité. Quand il m'a enfin reconnu, c'était avec un sourire narquois qui n'atteignait pas ses yeux. Ch nen bit vetris et amine. A-t-il dit doucement, bien que les mots aient tranché. Tu devrais connaître ta place. Il l'a dit comme un conseil, mais c'était un avertissement. Reste silencieuse, reste invisible, signe ce qu'on te dit de signer et n'interfère pas avec le spectacle. La table a gloussé poliment, comme si sa pique n'était rien de plus qu'une plaisanterie entre frères et sœurs. Mais j'ai vu les regards, une lueur d'approbation dans les yeux de ma mère, une moue dédaigneuse au coin des lèvres de Charlotte. Warren n'a rien dit, mais son silence était lourd de sens. Il ne se souciait pas des politiques familiales. Il se souciait des signatures, du contrôle. Si Jason pouvait me tenir en laisse, Warren le laisserait jouer le rôle du fils en or. J'ai coupé mon repas et j'ai mâché lentement, délibérément. Je n'ai pas argumenté. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une réaction. Extérieurement, j'ai joué le rôle qu'ils avaient écrit pour moi, la sœur silencieuse au bout de la table, tolérée pour les apparences. Mais à l'intérieur, la décision s'était déjà solidifiée en pierre. Je me suis souvenu de l'email, de la seule ligne que Charlotte avait envoyée avec arrogance, ne sachant pas que son masque avait glissé. Une fois qu'elle aura signé, on aura fini de la materner. Elle sera hors jeu, les mots résonnaient dans ma tête alors que Jason portait un toast à l'avenir brillant d'Atlas et que ma mère tamponnait ses lèvres avec une serviette en lin. Aucun d'eux ne savait que l'avenir brillant qu'ils célébraient leur glissait déjà entre les doigts. Mon silence n'était pas une capitulation, c'était un calcul. Chaque insulte proférée à cette table de dîner était un autre rappel de pourquoi je ne pourrais jamais les laisser réussir à me réduire à l'insignifiance. J'avais passé des années à construire un réseau d'entreprises, de fondateurs et de partenaires qui me faisaient confiance quand personne d'autre ne le faisait. Jason pensait m'avoir acculé dans un coin, mais il était entré dans une pièce où toutes les sorties m'appartenaient. Le dîner s'est éternisé, rempli de toasts creux et du genre de rire qui résonne dans le vide une fois qu'il s'estompe. J'ai hoché la tête quand il le fallait, j'ai souri quand c'était nécessaire, et je n'ai guère dit plus que des banalités. Laissez-les penser que j'étais intimidé. Laissez-les croire que leur performance avait fonctionné. Ils se souviendraient de cette nuit comme de la dernière fois où ils avaient pris mon silence pour de la faiblesse. Au moment du dessert, Jason a levé son verre une fois de plus. À la famille, a-t-il déclaré. Les verres se sont entrechoqués tout autour de moi. J'ai levé le mien aussi, bien que mes pensées fussent ailleurs. À la famille, oui, mais pas celle assise à cette table. Pas celle qui utilise le sang comme levier et la parenté comme des chaînes. Ma loyauté appartenait désormais ailleurs. À ceux qui m'avaient fait confiance, à l'empire que j'avais bâti dans l'ombre, à la version de moi-même qu'ils avaient essayé d'effacer mais qu'ils n'avaient fait qu'affûter. J'ai quitté le dîner la tête haute et les lèvres scellées. Ils pensaient avoir gagné la soirée, que mon silence était une soumission. Mais la décision était déjà prise. La scène était prête. Demain, ils verraient à quel point ils s'étaient trompés. Le jour du mariage s'est levé, radieux. Le genre de matinée que les photographes adorent, avec un ciel pur et une lumière dorée. Le domaine des Fairchild avait été transformé en quelque chose tout droit sorti d'un magazine. Des rangées d'orchidées bordant l'allée, des violons remplissant l'air de délicates mélodies de Mozart, des serveurs glissant entre les tables dressées de nappes blanches. C'était le genre d'événement conçu pour impressionner, pour murmurer le pouvoir, l'argent et la pérennité. De l'extérieur, cela semblait parfait. De l'intérieur, je savais que c'était différent. Je suis arrivé à l'heure. Pas en avance, pas assez en retard pour être remarqué, mais pas assez pour inviter à la conversation. Les placeurs à l'entrée ont jeté un œil à mon invitation, ont échangé un regard que je connaissais trop bien, et ont fait un geste vague vers le fond. Mon nom ne figurait pas sur les cartons de table qui bordaient les élégantes tables avec des écritures calligraphiées. Ma place, m'ont-ils dit, était en cours d'installation. Quand je l'ai enfin trouvée, j'ai failli rire. Presque.
Une petite table nichée près des portes battantes de la cuisine, loin des lustrées de l'étage principal où la famille et les invités d'honneur étaient assis. Ma chaise vacillait sur le sol inégal, poussée si près du poste de service que je pouvais entendre les chefs crier des ordres et sentir la vapeur s'élever des plateaux. Il n'y avait pas de carton, pas de serviette en lin pliée en cygne. Juste une chaise simple, mise à l'écart du reste, comme si j'étais l'un des membres du personnel embauché attendant le début de son service. Je me suis assise, lentement, délibérément. S'il s'attendait à ce que je proteste, il serait déçu. Mon silence était plus fort que n'importe quelle explosion de colère. Charlotte, radieuse dans sa dentelle et ses bijoux, est passée à ce moment-là. Son timing était intentionnel. Elle a fait une pause, s'assurant que sa voix portait assez loin pour que les tables voisines l'entendent. Elle ne dirige rien. Qu'elle mange avec le personnel. Les mots ont flotté dans l'air, tranchants et délibérés. Pendant un instant, la musique a semblé faiblir, ou peut-être était-ce juste mes oreilles qui se remplissaient du flux de mon sang. J'ai regardé autour de moi. Ma mère a baissé le regard, les lèvres pincées. Jason a siroté son champagne sans croiser mon regard. Quelques cousins ont ricané dans leurs serviettes. Le rire est venu ensuite, d'abord discret, puis grandissant, se propageant à travers les tables comme une marée cruelle. Pas une seule personne ne s'est levée. Pas une seule voix n'a dit « ça suffit ». C'était ça, le coup de poignard. Pas la cruauté de Charlotte, elle était prévisible. Mais le silence des gens qui auraient dû savoir mieux. Le silence de la famille, du sang, de ceux qui avaient pris mes sacrifices comme leur héritage. Ce silence était plus blessant que n'importe quelle insulte. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai fixé le verre d'eau intact devant moi. Chaque tintement d'argenterie, chaque éclat de rire, chaque murmure de potin alimentait une tempête à l'intérieur de moi qui n'a jamais atteint mon visage. Extérieurement, j'étais immobile. Intérieurement, je gravais chaque instant dans ma mémoire. Je voulais me souvenir de ce que ça faisait d'être effacé en pleine vue, car cela rendrait ce qui allait suivre encore plus éclatant. Le personnel passait et repassait devant moi, des plateaux en équilibre, des regards d'excuses me parvenant quand ils pensaient que personne ne regardait. Même eux comprenaient ce que cette place signifiait. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas un accident. C'était une punition déguisée en oubli. C'était leur façon de dire que je n'étais personne. Que l'Empire avancerait sans moi. Que mes années de labeur valaient moins que le lin plié sur les tables d'honneur. Jason a levé son verre pour un toast, sa voix résonnant avec confiance. Il a remercié les Fairchild. Il a remercié Charlotte. Il a remercié les invités de croire en sa vision pour Atlas. Il ne m'a pas remercié. Il ne m'a même pas reconnu. Pour la salle, je n'étais pas là. Mais j'étais là. Et je regardais. J'ai alors souri. Une petite courbe contrôlée de mes lèvres que personne n'a remarquée. Laissez-les rire. Laissez-les chuchoter. Laissez-les croire qu'ils m'avaient acculé à la soumission. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pourraient jamais imaginer, c'est que la femme qu'ils essayaient d'enterrer plantait des graines depuis des années. Alors que les rires se sont tus et que la musique a repris, je suis resté assise à ma table près de la cuisine, le dos droit, la tête haute, laissant le poids de leur silence m'écraser une dernière fois. C'était l'insulte finale, le dernier acte d'humiliation. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Car le silence est à double tranchant. Le leur m'avait blessé. Le mien allait les détruire. Les rires à mes dépens ondulaient encore entre les tables quand j'ai cherché dans ma pochette. Ma main était stable, mon pouls calme. Laissez-les penser que j'étais intimidé. Laissez-les croire que leur silence m'avait brisé. La vérité était bien plus simple, leur silence m'avait libéré. J'ai glissé le téléphone dans ma paume, son poids rassurant. Le genre de poids qui portait des conséquences. Autour de moi, les flûtes de champagne scintillaient et les violons s'élevaient. La mariée se pavanait à la table d'honneur. Jason se prélassait dans son moment de gloire. Personne n'a remarqué quand j'ai appuyé sur un seul contact. Annuler le contrat. 3 mots. Prononcés à voix basse, clairement. Le genre de mots qui n'ont pas besoin d'être criés pour être définitifs. À l'autre bout du fil, le chef des investissements n'a pas hésité. Il connaissait ma voix. Il connaissait l'autorité qu'elle portait. Compris, a-t-il dit. Puis j'ai ajouté, nous ne fusionnons pas avec Atlas. Rédigez l'accord sous ma holding. Atlas est mort.
J'ai terminé l'appel avant même que les applaudissements autour de moi ne se soient estompés. Pendant un instant, rien ne sembla changer. Les serveurs portaient toujours des plateaux, les invités riaient toujours, le lustre brillait toujours. Mais alors je l'ai vu. L'ondulation. D'abord sur le visage de Jason. Il s'était tourné vers moi, peut-être pour lancer une autre remarque cruelle, peut-être pour se vanter. Mais son sourire narquois s'est figé. La couleur a quitté ses joues alors que son téléphone vibrait sur la table. Il a regardé l'écran, puis encore et encore, alors que message après message s'allumait en succession rapide. Charlotte s'est penchée vers lui, chuchotant des questions acerbes. Il n'a pas répondu. Sa main a saisi le pied du verre si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Ma mère a froncé les sourcils, sentant le changement mais ne le comprenant pas encore. Et puis c'est arrivé. La chaise de Warren Fairchild a raclé le sol poli. Le son a traversé la musique comme une lame. Il s'est levé sans cérémonie, la mâchoire serrée, ses yeux fixés sur Jason avec une fureur froide. Un murmure s'est répandu dans la salle alors que l'investisseur milliardaire ajustait ses boutons de manchette et faisait signe à son chauffeur. « Je ne fais pas affaire avec des amateurs », a-t-il dit d'un ton plat. Pas de toast, pas de félicitations. Juste une condamnation. Puis il s'est retourné et est sorti, son entourage le suivant comme une ombre. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle insulte que j'avais endurée. Les invités se sont agités sur leurs sièges, certains chuchotant, d'autres fixant, tous sentant que quelque chose d'énorme venait de se fissurer au milieu de la célébration. Jason s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Il était pâle, tremblant, ses lèvres formant des mots qu'il ne parvenait pas à prononcer. « Que as-tu fait » a-t-il finalement craché, sa voix trop forte, trop désespérée. J'ai levé mon verre d'eau, calme, sans hâte, et je l'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Je leur ai juste rappelé qui a vraiment bâti l'Empire. Mes mots n'ont pas été criés. Ils n'en avaient pas besoin. Tout le monde les a entendus. Le sourire de Charlotte s'est effondré, sa façade parfaite s'écroulant devant ses invités. Les perles de ma mère tremblaient contre sa clavicule alors que sa respiration s'accélérait. Les cousins évitaient mon regard. Et Jason, autrefois si suffisant, si intouchable, ressemblait à un garçon regardant son château brûler. Parce que c'est ce qui se passait. Les fondations sur lesquelles il s'était tenu si longtemps s'effritaient déjà. En un appel, une décision, l'accord de 30 millions de dollars sur lequel ils avaient misé leur avenir s'était volatilisé en fumée. L'empire qu'ils revendiquaient comme le leur glissait entre les doigts. Pas dans un tribunal, pas dans une salle de conseil, mais devant toutes les personnes qui comptaient. J'ai posé mon verre et je me suis levé. Sans hâte, sans être troublé. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas plaidé, je n'ai pas expliqué. J'ai simplement quitté ma place près de la cuisine et j'ai marché devant les rangées de visages stupéfaits. Laissez-les regarder. Laissez-les se demander. Laissez-les réaliser que la sœur qu'ils avaient méprisée, rabaissée, effacée, venait de les achever avec 3 mots. En atteignant les portes, j'ai fait une pause. Pas pour les faits. Juste assez longtemps pour que la vérité s'installe. Jason avait toujours cru qu'il pouvait m'enterrer dans le silence. Ce soir, je l'ai enterré avec. Et quand je suis sorti dans l'air de la nuit, les sons du chaos derrière moi se déversant dans la cour, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Atlas était mort. Et c'est moi qui l'avais tué. Le mariage s'est terminé en chuchotements et en verres brisés. Le lendemain matin, ces chuchotements étaient devenus des gros titres. Fairchild Capital a retiré son engagement avant même que le champagne ait perdu ses bulles. Les journalistes ont senti le sang. À l'aube, l'histoire était partout. La grande fusion de Jason Fairchild s'était évaporée en public. La famille de la mariée, humiliée. Atlas, exposé comme fragile. Les marchés sont impitoyables. À la cloche d'ouverture, l'action Atlas a piqué du nez. Pas une lente dégringolade. Une chute libre. 20% de moins avant midi. 15 de plus à la clôture. Les téléphones qui sonnaient autrefois de félicitations restaient maintenant étrangement silencieux. Des emails arrivaient, mais ce n'étaient pas des contrats ou des offres. C'étaient des résiliations. Des investisseurs se retirant, des partenaires suspendant les accords, des fournisseurs exigeant des garanties que Jason ne pouvait pas donner. Il s'est démené. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil. Il a exigé la loyauté,
a plaidé pour la patience. Mais les administrateurs ont cessé de répondre. L'une s'est excusée avec un engagement antérieur. Un autre a prétendu que sa connexion était mauvaise et n'est jamais revenu en ligne. Jason s'est assis en tête d'une salle de conseil conçue pour le triomphe, fixant un écran de carré noir, parlant à personne. La presse s'est régalée. Des photos de Jason à l'hôtel, souriant comme un roi, étaient juxtaposées au cours de la bourse plongeant dans le rouge. Les présentateurs ont parlé de « l'effondrement le plus rapide d'un empire de taille moyenne de mémoire récente ». Les experts spéculaient sur des fractures cachées, une mauvaise gestion, une trahison. Des mots qu'il avait autrefois utilisés pour me décrire s'accrochaient maintenant à lui. Mon téléphone a sonné ce soir-là. Mère. Sa voix portait le genre de panique que je n'avais entendu qu'une seule fois auparavant, le jour de la mort de père. Olivia, a-t-elle chuchoté, à bout de souffle. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça à ta propre famille? J'ai écouté. Je l'ai laissé halter, la laissé trébucher sur des mots qui avaient le goût du désespoir. Puis j'ai répondu, lentement et assez sèchement pour couper. Parce que vous m'avez laissé m'asseoir près des cuisines. Le silence au bout du fil était exquis. Pas de la confusion. De la reconnaissance. Elle savait exactement ce que je voulais dire. Chaque mépris, chaque crédit volé, chaque fois que j'avais été mise de côté jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une chaise près des portes battantes. Elle a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Pour la première fois de sa vie, ma mère était sans voix. Jason a réessayé le lendemain. Il a tenu une conférence de presse, la sueur perlant sous les lumières du studio. Il a parlé de résilience, de revers temporaire, de loyauté. Mais derrière lui, des écrans affichaient des données en temps réel, Atlas s'effondrait en direct. Les journalistes criaient des questions sur les contrats annulés, sur les échecs de direction, sur les trahisons au sein de sa propre famille. Sa voix s'est brisée. Ses mains tremblaient. Les caméras ont tout capté. À la fin de la semaine, l'empire qu'il avait exhibé comme inébranlable avait disparu. Les investisseurs ont abandonné le navire, les administrateurs ont démissionné, les procès se profilaient. Et le monde qui avait autrefois applaudi Jason Fairchild le montrait maintenant du doigt et riait. De la même manière qu'ils avaient ri de moi quand Charlotte m'avait condamné à la cuisine. La différence, c'est que je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer. J'avais prononcé 3 mots, et ils avaient fait le travail pour moi. La ville, la nuit, était une chose vivante, scintillante de lumière et d'un mouvement incessant. Depuis le bureau d'angle de ma tour, je pouvais tout voir. Les ponts brillant au loin, la circulation coulant comme des veines à travers les rues, et juste en dessous, la cour d'un hôtel de luxe où un autre mariage se déroulait. Des guirlandes de lumière de fées s'enroulaient autour des colonnes, des flûtes de champagne scintillaient dans les mains des invités, et les rires montaient dans le vent. J'ai regardé un long moment. Les mariages étaient devenus symboliques pour moi. Pas pour l'amour ou les commencements, mais pour les masques, les performances, le théâtre des familles essayant de vendre la perfection tout en cachant la pourriture. J'ai pensé à cette nuit, il n'y a pas si longtemps, où l'on m'avait envoyé à la table de la cuisine. La piqûre des mots, les rires qui ont suivi, le silence des gens qui auraient dû me défendre. J'ai fermé les yeux et je me suis permis de le revivre une dernière fois. La chaise bancale, les portes battantes de la cuisine, la chaleur de l'humiliation pressant contre ma peau pendant que les violons jouaient dans une autre pièce. Ça aurait pu me briser. Pendant un instant, ça a presque réussi. Mais la vérité, c'est que cette place était le dernier cadeau qu'il m'ait jamais fait. Elle m'a rappelé exactement qui j'étais. Un coup frappé à la porte m'a tiré de mes souvenirs. Un de mes jeunes cadres est entré, tenant un dossier, puis a hésité en me voyant près de la vitre. Il a jeté un œil vers la fenêtre, vers le mariage lointain, puis de nouveau vers moi. Sa voix était prudente, incertaine. Vous arrive-t-il de penser à vous réconcilier, avec eux? Avec votre famille? Je me suis détourné de la fenêtre et je l'ai étudié. Il était sincère, trop jeune pour comprendre le poids de la trahison, trop plein d'espoir pour savoir à quel point le silence pouvait être corrosif. Pour lui, la famille était encore un lieu de sécurité. Pour moi, ça avait été une cage. J'ai laissé la question flotter entre nous, remplissant le bureau de sa gravité. Puis j'ai répondu, d'une voix stable et délibérée. Je n'étais pas faite pour m'asseoir dans la cuisine. J'étais faite pour posséder l'immeuble. Les mots ont atterri comme une pierre.
Ses yeux se sont écarquillés, puis il a hoché la tête lentement, comme si on venait de lui donner une leçon qu'il garderait pour le reste de sa vie. Je me suis retourné vers la fenêtre. Le mariage en bas, un flot de lumière et de musique. Quelque part là-bas, Jason s'accrochait encore aux ruines, racontant encore à quiconque voulait bien l'écouter qu'il pourrait se relever. Ma mère répétait encore des excuses pour la presse. Charlotte essayait toujours de sauver sa réputation. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Leur empire s'était effondré, et le mien s'était élevé. Non pas sur leur approbation, non pas sur leur acceptation, mais sur la force qu'ils n'avaient jamais cru que je possédais. Le pouvoir, avais-je appris, n'est pas dans le siège qu'on vous donne. Il est dans le bâtiment que vous choisissez de quitter, et celui que vous choisissez de construire. Il me l'avait appris en essayant de m'effacer. Maintenant, je le vivais, chaque jour. Derrière moi, le bureau bourdonnait d'énergie. Téléphone sonnant, contrat se concluant, futur s'écrivant. Le groupe Olivia ne se contentait pas de survivre. Il définissait la prochaine ère. Et je me tenais au centre. Pas comme quelqu'un de toléré dans le coin d'une salle de banquet, mais comme l'architecte de tout l'horizon. J'ai levé mon verre. Pas de champagne, mais d'eau. Fraîche et claire. Un toast. Pas à eux, pas à la vengeance, mais à la clarté. J'avais été invisible une fois. Plus jamais. Parce que ma place n'était pas dans la cuisine. Ma place était ici. Et l'immeuble m'appartenait. Et ainsi, le voyage d'Olivia touche à sa fin. D'une chaise bancale à côté de la cuisine à un bureau d'angle dans la plus haute tour, où toute la ville lève les yeux. Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance. Elle parle de connaître sa valeur, de s'élever du silence et de le transformer en pouvoir. Le silence de sa famille a détruit tout ce qu'il pensait posséder. Olivia a prouvé que parfois, la victoire ne vient pas en criant pour être entendue, mais en attendant le bon moment pour prononcer 3 mots qui peuvent mettre un empire à genoux. Si vous avez déjà été méprisé, mis de côté ou si l'on vous a dit que vous n'aviez pas votre place à la table, souvenez-vous de ceci, les ombres peuvent être l'endroit où vous construisez votre empire. Olivia n'a pas supplié. Elle n'a pas volé. Elle ne s'est pas accrochée. Elle est simplement partie et a laissé ceux qui la méprisaient brûler dans les cendres de leur propre arrogance. Maintenant, je veux vous entendre. Pensez-vous qu'Olivia a été trop impitoyable, ou a-t-elle simplement récupéré ce qui lui avait toujours appartenu? Avez-vous déjà été mis sur la touche en souhaitant pouvoir revenir plus fort? Partagez vos avis dans les commentaires, car ce n'est pas seulement l'histoire d'Olivia. Elle appartient à tous ceux qui ont déjà été sous-estimés. Si vous voulez plus d'histoires remplies de drames, de vengeance et de justice servie froide, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Chaque histoire apporte une leçon, un moment de satisfaction, et peut-être même l'inspiration pour vous relever plus fort que jamais. Vous avez suivi Olivia de la table de la cuisine au gratte-ciel, mais il y a d'innombrables autres histoires à venir. Ne les manquez pas, cliquez sur s'abonner et soyez le premier à voir la vérité se révéler et les méchants enfin faire face à leur châtiment.